Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Doris. Depuis très jeune, Doris développe un amour et une curiosité pour les cultures et les langues étrangères. Elle est martiniquaise, parle 5 langues, a vécu au Brésil et travaille aujourd'hui depuis l'île de Sainte-Lucie dans les Caraïbes. Son goût pour les horizons nouveaux la pousse à s'interroger dès 2013 sur la meilleure façon de voyager et de s'installer à l'étranger quand on est antillais et vice-versa. Sans réponse, elle interroge alors ses amis qui ont sauté le pas et commence à compiler leurs interviews dans un blog. C'est la naissance de Caribe Expat. Aujourd'hui, Caribe Expat, c'est plus de 5000 membres répartis dans 80 pays et 230 villes dans le monde. Retour sur une success story. Bonjour Doris, bienvenue sur le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Bonjour Clément, bonjour Franck. Alors, on est très heureux de te recevoir pour 2 choses. Déjà, ton projet, tu vas nous en parler, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Tout ce qui touche à la fédération, à la communauté, rassembler les ultramarins, permettre les synergies, les échanges, c'est vraiment des choses qui nous parlent et qui nous intéressent beaucoup au sein du podcast. Et puis, un fait aussi intéressant à noter, tu es la première entrepreneur avec un E à rejoindre le podcast et on est vraiment très fiers en fait. On est très fiers de te recevoir. Quand on faisait la liste avec Clément des personnes à interviewer, on a tout de suite pensé à toi. Et je pense que nos auditeurs vont comprendre pourquoi, parce que ta personnalité est intéressante, tes projets sont intéressants, ton parcours est intéressant. Merci. Tu vas nous dire ça un peu plus en détail. Mais avant de démarrer, tu sais comment ça se passe, on va faire ton portrait créole. Oui, tout à fait. Alors, on va démarrer en parlant gastronomie. Si tu étais un plat, on va dire des îles, tu serais lequel et pourquoi? Alors, si j'étais un plat, je serais un tinal en mori. C'est un des plats typiques de Martinique et l'un de mes plats favoris. Et je vis à Sainte-Lucie donc depuis 2017 et il se trouve que c'est le plat national de Sainte-Lucie aussi. Voilà, mais c'est vrai que je dis ça parce qu'il faut vraiment choisir un plat, mais en fait, j'aime beaucoup manger et j'ai beaucoup de plats favoris. Doris, tu pourrais expliquer ce que c'est pour moi qui ne connais pas par exemple? Alors, c'est des bananes vertes avec de la morue assaisonnée, marinée dans de l'huile, du vinaigre, des oignons, des épices, du piment. Ça donne faim en tout cas. Oui. Effectivement, pour ceux qui nous écoutent du côté de l'océan Indien, on peut dire c'est un peu la morue frite avec un peu de banane. Et c'est très bon. Et je pense que c'est une réponse qui va revenir très régulièrement dans le podcast. OK, donc on en sait un peu plus sur toi. Tu nous as dit ton repas préféré. Alors maintenant, tu vas nous donner un lieu dans les Outre-mer, dans les îles que tu affectionnes particulièrement, sachant que toi, tu es originaire de Martinique. Aujourd'hui, tu es installé à Sainte-Lucie, donc le champ des possibilités pour toi, des lieux que tu as visités est assez vaste. Donc, parmi tout ce que tu as vu, si tu devais retenir un lieu, ce serait lequel et pourquoi? Alors, je suis restée assez large. Je vais juste dire la plage, peu importe les plages, parce qu'il y a de belles plages en Martinique, en Guadeloupe, où j'ai été, à Sainte-Lucie, où je vis, au Brésil également, où j'ai été, aux États-Unis aussi, que j'ai visité. Mais juste parce que ben, j'adore aller à la plage et c'est vrai que je n'en profite pas assez paradoxalement parce que ben, je travaille beaucoup de chez moi et j'ai tendance à être un peu casanière parfois, mais juste la plage et puis aussi, enfin, ouais, je pense qu'on va dire ça comme ça. Après, dans les pays que j'ai visités, il y a quand même des choses qui m'ont marqué. Donc, par exemple, au Brésil, les Lençóis Maranhenses. Je vais t'envoyer par WhatsApp
l'orthographe. Et aussi, alors ça se trouve dans le nord-est du Brésil et c'est en fait un désert dans lequel on retrouve des nappes d'eau, en fait. Et c'est assez atypique. Et puis aussi le Machu Picchu, Mhm. donc au Pérou. Tu m'as fait voyager là, en quelques minutes. Je me suis dit, ah, ça serait chouette d'y aller. Et aussi la route entre Miami et Key West à faire en voiture si vous pouvez. C'est épuisant, mais ça vaut le coup. C'est magnifique. Et à chaque fois, je me dis, mais si on pouvait avoir une route comme ça qui reliait Les Cuba à îles. Trinidad, ce serait parfait, quoi. Et qu'on arrête de nous dire que ce n'est pas possible. L'idée est lancée. L'idée est lancée. Effectivement, quand j'ai préparé cette liste de questions, je me suis dit que pour le lieu, ça allait être difficile pour toi Oui. d'en choisir un. Effectivement, là, comme disait Clément, bah, tu nous as fait pas mal voyager. Je retiens le fait que la plage occupe une place importante pour toi. Je pense qu'effectivement, c'est un lieu qui est vu comme un lieu touristique quand on est de l'extérieur et de l'intérieur. Enfin, personnellement, moi, je le vois vraiment comme un lieu de détente et d'inspiration. Et c'est vrai que dans les Caraïbes, il y a vraiment cette notion d'archipel. Et Oui. je trouve que tu es un bon exemple. Tu nous diras un petit peu plus sur tes activités professionnelles qui sont justement au cœur de cet archipel-là. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, moi qui viens de La Réunion, la plage a toujours eu cette notion un peu, ce sentiment d'infini, en fait, de regarder l'horizon et de rien voir au bout et de se demander qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et ça, tu vas nous en dire un peu plus parce que ton projet Caraïbes Expat permet justement de répondre à ces questions et de réduire cette distance. Avant de nous en parler, un petit détour musical. Tu nous as parlé de ton repas préféré, tu nous as parlé de ton lieu préféré. Maintenant, ton style de musique, pas forcément lié à l'outre-mer, pas forcément lié aux îles. Quand tu es chez toi, que tu veux travailler, que tu veux te détendre, que tu veux t'amuser, c'est quoi ton style préféré de musique? Alors, c'est le reggaeton. Moi, j'aime beaucoup les musiques de notre région, de la Caraïbe et d'Amérique latine. Donc, j'aime autant le zouk, dancehall, aussi la bossa nova, donc brésilienne, musique brésilienne, et puis la salsa, le grouka. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le reggaeton. Je pense que voilà, c'est un mélange d'ancien dancehall, mais en espagnol, on va dire. Et bon, pas pour les paroles des chansons, par contre, parce que ça n'a pas grand intérêt, c'est vraiment le rythme. Mais voilà, c'est encore une fois, je pense, l'expression de ce qui me passionne beaucoup, les langues étrangères et puis les voyages. Alors Clément, est-ce que tu valides ce choix musical? Ah, moi, je survalide. Moi, de toute façon, tous les styles de musique que tu as cités là, j'achète. Tu as un C'est grand ça, client devant toi là. c'est sa playlist. C'est sa playlist. Exactement, exactement. Merci pour toutes ces informations. Tu nous as parlé de ton repas préféré, de ton lieu préféré, de ta musique préférée. Pour nous, au sein du podcast, c'est les trois éléments qui en disent le plus sur un entrepreneur. On est prêt maintenant à aller un peu plus dans le détail de ton parcours. Alors, je te propose de remonter au début des années 2010, 2012. Oui, Si je ne me trompe pas, tu es à Paris à ce moment-là. oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quelles sont les grandes étapes qui t'amènent jusqu'à aujourd'hui? Alors, 2010, c'est l'année où j'ai obtenu mon diplôme, donc mon master en communication. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi en Martinique et après, j'ai fait une école de commerce en Martinique en 3 ans. Et ensuite, je suis allée en master en communication à Lille. Et en fait, à l'issue de mon stage de fin d'études, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Amadeus France qui m'a proposé un CDD pour commencer à travailler. Et en fait, en gros, Amadeus, c'est le logiciel de réservation de, on va dire, 85-90% des agences de voyage, qu'elles soient physiques ou en ligne. Donc, quand vous Mhm. réservez, par exemple, sur, je sais pas, Go Voyage, enfin, bref, des agences en ligne, souvent,
dans 8 cas sur 10, c'est ce système qu'il y a derrière et qui rassemble tout le contenu, hôtel, vol, voiture de location, etc. Donc, en fait, j'étais chargée de communication et je travaillais beaucoup en relation avec les acteurs du tourisme et du voyage, donc les compagnies aériennes, loueurs de voitures et chaînes hôtelières. Et ensuite, j'ai aussi eu l'occasion donc après de CDD, de partir au Brésil. Je voulais vraiment être bilingue en portugais. C'est je sais pas si on peut dire, oui, c'est ma troisième langue. On va dire créole, français, espagnol, créole, français, anglais, espagnol et portugais. Donc ma cinquième langue en fait. Et donc je suis partie là-bas en sac à dos. J'ai notamment décroché une opportunité dans une ONG, donc j'ai travaillé chez eux. Je m'occupais essentiellement de mettre à jour leur site internet en portugais et en anglais et en français. Et donc voilà, donc c'était aussi l'opportunité pour moi de voyager et j'avais vraiment envie de découvrir ce pays qui est ultra vaste. Et bizarrement, ben, quand on est au Brésil, on sait qu'on n'est pas chez soi, mais on se sent pas non plus trop en dehors de chez soi, on va dire, par rapport aux gens, au style de vie, même à ce qu'on mange. Donc voilà, c'était ça entre 2010 et 2012, même 2013, on va dire. Donc, on voit qu'il y a déjà cette notion de voyage, hein, et de multiculturalisme dans ton parcours qui te frappe entre 2010 et 2012. Tu nous as parlé tu nous as dit que tu as fait tes études en Martinique. Oui. Est-ce que pendant ton enfance, ton adolescence, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager, de voir autre chose, ou c'est vraiment à partir de ce départ en métropole où tu as commencé à découvrir un peu le monde? Oui, alors la première fois que je suis partie sans mes parents à l'étranger, c'était à Sainte-Lucie, non, c'était à Barbade. J'avais, je pense, 16 ans et j'ai passé 6 semaines là-bas pour parler l'anglais couramment. Et en fin de compte, je pense que ça m'a donné aussi un peu le goût du voyage. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, par exemple à l'école primaire, quand le mercredi, la plupart des enfants allaient au centre aéré, moi j'allais au cours d'anglais. Donc, je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que on est plus intéressé par les pays qui nous entourent et les autres îles de la Caraïbe. Et voilà, c'est ça. J'ai aussi eu l'occasion d'aller à Porto Rico en échange universitaire. Donc, c'est une île hispanophone et anglophone. Et aussi à Atlanta également, aux États-Unis, où j'ai fait un semestre en échange universitaire également dans le cadre de mon master. Donc, dès que je pouvais voyager, je profitais, on va dire, parce que je pense que pour moi, c'est une excellente façon de se former, au-delà des cours classiques où on est dans un auditorium, dans une salle et qu'on entend une personne parler, un peu partager son savoir. Mais voilà, on vit les choses, ça nous marque différemment, on apprend différemment, on apprend à s'adapter aussi. Et je trouve que c'est une des meilleures façons d'apprendre pour moi, et quel que soit le type d'expérience, que ce soit échange universitaire, stage, que vous partiez en sac à dos, euh, peu importe en fait, mais c'est vraiment pour moi une excellente école. Effectivement, je pense que tous ceux qui ont eu l'occasion de voyager, de bouger seront d'accord avec toi. Une question que je me pose en t'écoutant, donc cet apprentissage-là que tu ressors de tes voyages, c'est qu'effectivement, le voyage en lui-même est un excellent moyen d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert pendant tes voyages, ou est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà et que tu as voulu expérimenter sur le terrain? Autrement dit, qu'est-ce qui a à la base motivé un peu ces voyages? Alors, je ne sais pas vraiment dire pourquoi j'ai toujours été attirée par les voyages. Je sais que j'ai toujours préféré les langues étrangères
Et moi, j'ai toujours dit, même aux personnes qui me contactent aujourd'hui et qui veulent améliorer leur niveau d'anglais ou de portugais, je leur ai toujours dit, mais 1 an à prendre des cours, à payer des cours, en fait, vous pourrez utiliser ce budget pendant 1 mois ou 2 mois et aller dans le pays. Et enfin, votre retour sur investissement sera bien meilleur. Donc, je trouve que c'est beaucoup mieux et je pense que ça doit très certainement venir de là. C'est du fait que quand on a une affinité pour les langues étrangères plus que toutes les autres matières, on va dire en tout Mhm. cas à l'école, parce que je me rappelle que j'étais pas très brillante en mathématiques, par exemple. Alors après, ni en gestion et en comptabilité, parce qu'en fait, il n'y avait pas de côté pratique, je pense. Et maintenant quand j'ai commencé à entreprendre et que j'ai vu le côté stratégique que ça pouvait avoir, ben là, ça m'intéresse parce que c'est pratique. Et les langues, c'est pratique. Ça vous permet de rencontrer plus de personnes, d'être exposé à d'autres cultures. Et puis en plus, on vit, enfin, voilà, en Martinique, c'est une île de moins de 400 000 personnes. Euh, c'est bien aussi de pouvoir voir ce qu'il y a à côté et de ne pas se limiter justement à ce territoire. Donc, je pense que ça doit venir de là, du fait que quand on aime vraiment les langues étrangères et qu'on se rend compte que, au final, la meilleure façon de parler, c'est d'être en immersion, ça pousse beaucoup à voyager. Et puis, il y a quelque chose là que tu dis qui m'interpelle par rapport au fait d'apprendre des langues, etc. C'est que bien souvent, en fait, ce que tu apprends à l'école, ça te formate un peu à dire, bon, quand tu vas parler, il faudra faire les conjugaisons de telle manière. Et moi, ce que je retiens aussi beaucoup, en tout cas dans les langues, dans un format professionnel, en fait, comme tous les échanges, ce qui est important, c'est déjà se faire comprendre. Donc, à partir du moment où déjà tu te fais comprendre, ben, tu peux déjà faire beaucoup de choses, même si tu conjugues pas exactement le présent perfect ou le prétérit. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que quand tu vas dans un pays et que tu parles la langue, tu prends le non-verbal, les tics de langage, un peu l'argot aussi. Et c'est ce qui te fait aussi beaucoup plus facilement connecter avec les gens. Parce que quand tu utilises un peu les mêmes tics de langage auxquels les gens sont habitués, et bien du coup, ils vont te dire, OK, bon, lui, il connaît, tu vois, il est pas scolaire, il a vécu chez nous. Et en fait, au-delà de la langue en elle-même, la création d'une relation, ça passe aussi beaucoup par ça. Donc, ça me parle vraiment ce que tu dis, parce que typiquement, quand tu commences à faire du business à l'international et parler avec des gens en anglais ou dans d'autres langues, et c'est plus ça qui importe, plus que avoir le bon vocabulaire, la grammaire, ça. Ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure, mais qui ne sont pas forcément, je dirais pas essentielles, parce que ça l'est, mais ce n'est pas ça qui fait tout, quoi. Oui, surtout dans la Caraïbe, parce qu'en fait, l'anglais qu'on apprend, il y a beaucoup de pays qui parlent anglais et chaque pays a son accent et chaque île a son accent. Un Jamaïcain ne parle pas anglais comme un Saint-Lucien. Il n'utilise pas les mêmes expressions ni les types de langage, comme tu disais. Ils vont parler différemment aussi s'ils sont de Trinidad. L'accent est différent. De toute façon, tu l'entends, tu sais tout de suite. Et c'est vrai que c'est très important parce que on n'a pas une culture, enfin notre culture de base, on va dire, n'est pas occidentale, n'est pas forcément aussi rigoureuse en fait. Et comme tu dis, même si on fait des fautes en conjugaison, etc., mais les gens apprécient le fait qu'on fait un effort et puis surtout que généralement, les personnes qui naissent anglophones, elles parlent pas trop d'autres langues parce que beaucoup de personnes parlent anglais dans le monde et puis parce que c'est difficile pour un anglophone d'apprendre une autre langue parce que sa langue est hyper simplifiée. Et je dis toujours que celui qui a créé cette langue, il était très, très intelligent parce que contrairement à une langue qui est plus littéraire ou des langues qui sont plus complexes, avec un alphabet beaucoup plus long, etc., et des accents et toute la complexité, malheureusement, il y a moins de personnes qui parlent ces langues, et même si elles sont magnifiques, mais le truc, c'est que
culturellement, je pense aussi que ça contribue beaucoup à l'hégémonie des culturelles occidentales et nord-américaines d'une manière générale dans le monde, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Pour placer ma petite anecdote aussi, je me rappelle, premier week-end en Europe, quand j'étais à Paris. Donc là, j'étais fort de presque 10 ou 15 années d'anglais à l'école. Et en fait, les échanges pour la réservation de l'hôtel, tout ça, ça s'était fait par mail. Donc à l'écrit, pas de souci. Et puis j'arrive à l'hôtel, c'était aux Pays-Bas, j'arrive à l'hôtel et je demande, enfin j'ai essayé de demander la clé de la chambre. Elle avait aucune idée de ce que j'étais en train de raconter. Là, je me suis rendu compte que ouais, la théorie, c'est bien, le scolaire, c'est bien, mais ouais, rien ne vaut une immersion, de se retrouver un peu face à ses propres incapacités et difficultés pour après sortir un peu la tête de l'eau. Et je pense que cette métaphore-là sur les langues étrangères, on la retrouve un peu dans toutes les sphères, hein, dans toutes les sphères, notamment entrepreneuriales. Euh, Tu vois, tu disais que à l'école, tu n'étais pas très forte en comptabilité, en gestion. Ça t'a pas empêché de lancer des projets qui mûrissent et qui grossissent. Donc, il y a vraiment voilà, cette dichotomie entre la théorie et la pratique et ça se retrouve partout. Alors, dans ton parcours, tu étais arrivé donc en 2013 avec déjà, donc tu le disais, hein, beaucoup de voyages, beaucoup d'échanges, que ce soit dans le cadre de tes études ou alors personnel, hein, avec ce voyage en sac à dos au Brésil. Alors, je sais que 2013, si je ne me trompe pas, c'est une date importante aussi parce que c'est à ce moment-là où tu crées Caraïbes Expat, c'est ça? Oui, exact. On imagine un petit peu par rapport aux éléments que tu viens de donner, d'où peut venir cette idée-là, mais est-ce que tu peux nous raconter voilà, d'où ça vient, comment c'est né dans ton esprit, et puis surtout, avec une posture vraiment entrepreneuriale, comment est-ce que tu es passé de cette idée-là à un premier jet, un premier produit? Alors, l'histoire de Caribe Expat, donc déjà, j'étais au chômage en 2013, puisque je venais de finir mon master, j'avais pu travailler donc pour Amadeus, j'avais pu aller au Brésil aussi pour travailler pour l'ONG Fundo Brasil. Et en fait, j'étais, mis à part le fait d'envoyer des candidatures et de ne pas avoir beaucoup de réponses, je me suis dit, bon, il faut que je m'occupe. Et j'ai commencé ce blog. Alors, le nom, je l'ai trouvé en me disant tout simplement, moi, j'avais envie de repartir à l'étranger, pas juste en échange universitaire ou en volontariat comme j'avais fait, mais je voulais vraiment travailler, m'installer, vraiment partir. Et disons que je galérais plus qu'autre chose et je me suis dit, peut-être qu'il faut procéder dans le sens inverse et trouver des gens qui sont là où j'ai envie d'aller, entre guillemets, et qui sont aussi peut-être de Martinique ou de Guadeloupe et qui vont me dire comment ils ont fait pour arriver là, tout simplement. Peut-être que je m'y prends mal. Et en fait, j'ai d'abord retrouvé des personnes avec qui j'ai étudié qui étaient en Australie notamment, au Canada, au Pérou, et qui ont expliqué, voilà, c'est comme ça que je suis partie, qui m'ont dit, qui m'ont parlé des structures qui les ont aidés. Et en fait, je me suis, évidemment, tu retiens pas toutes les expériences des gens, donc il faut bien les mettre quelque part. Donc j'ai commencé j'ai créé un blog de toutes pièces. J'avais pas, à l'époque, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, c'était pas aussi développé. Et j'avais pas non plus dans ma formation de base des notions de tout ce qui est contenu en ligne qui n'a pas grand-chose à voir en termes de critères par rapport à juste rédiger des communiqués de presse, des choses comme ça. Donc, j'ai appris tout sur le tas, puisque de toute façon, j'étais au chômage, donc j'avais aussi le temps. Et voilà, je me suis dit, écoute, allez, on y va. On va faire Caribe Expat parce que du coup, ça connecte
les Caribéens qui sont chez eux, chez nous, aux Antilles, et puis ceux qui sont expatriés ou qui sont à l'étranger. Et voilà. Puis parce que Antillais à l'étranger et d'autres noms que j'avais eu en tête, c'était beaucoup trop long. Donc je me suis dit, bon, on part sur ça, et puis peut-être que les gens comprendront ce que ça veut dire, en fait, que c'est un mix des deux, les Caribéens expatriés. Et donc, j'ai acheté ce nom de domaine et puis l'hébergement, etc. Je pense qu'au total, ça a dû me faire environ 50 euros. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai eu l'idée aussi, notamment, de géolocaliser les personnes dans les différents pays. Alors, au début, c'était marrant, je le faisais manuellement. Puis après, je suis rentrée en Martinique. Moi aussi, j'ai fait mon retour au pays en 2014. À l'époque, justement, juste avant ça, j'avais participé à un événement, si je me rappelle bien, à l'époque, ça s'appelait Forum Diaspora, que à l'époque, la région Martinique, qui a fusionné en collectivité territoriale de Martinique, avait organisé et qui visait à rassembler en Martinique lors d'un événement de 2-3 jours tous les Martiniquais, enfin en tout cas beaucoup de Martiniquais qui vivaient à l'étranger. Et donc, j'avais participé à cet événement, j'étais intervenue, j'avais parlé de mon parcours et parmi toutes les personnes qui étaient là, en fait, j'étais la seule, il me semble, à avoir créé quelque chose bien avant l'événement qui était dans ce même état d'esprit, mais qui n'était pas temporaire. C'était pas 2-3 jours. C'était vraiment, dans mon idée, c'était parti pour se développer, en fait. Et puis, au fur et à mesure, alors, comme j'ai pu rencontrer justement, j'étais au culot parce que je cherchais un emploi. J'ai demandé à qui avait organisé cet événement et j'ai pu rencontrer cette personne qui était à, à la région à l'époque, qui était au cabinet du président, etc. Et je leur ai dit, j'ai soumis mon CV en fait, et je leur ai dit, si vous avez dans l'idée de faire une plateforme de diaspora, parce qu'à l'époque, ils avaient ce projet en tête, que moi, voilà ce sur quoi j'ai déjà avancé en proposant mon modeste blog. Et puis finalement, on m'a embauchée. Je n'ai jamais travaillé sur cette plateforme qui n'a jamais vu le jour au final. On sait déjà comment ça se passe, on fait des promesses et puis bon, finalement, c'est pas grave. Mais j'ai eu une belle expérience et notamment, j'ai pu développer le projet à côté de mon travail. Et mon travail aussi m'a servi un peu de tremplin pour arriver là où je suis aujourd'hui à Sainte-Lucie, puisque quand j'ai rejoint justement la région Martinique, en fait, c'était de 2014 à 2016. Je suis restée juste 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, j'étais là en fait au bon moment, comme on dit, parce que la Martinique a adhéré à l'Association des États de la Caraïbe, qui est donc un des acteurs phares dans les relations internationales, la coopération dans la zone Caraïbe, dont le siège est à Trinidad. C'était en 2014 et en 2015, elle a adhéré à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale qui regroupe donc 11 îles, 11 territoires aujourd'hui, donc tous les territoires anglophones, les petites îles, donc la Martinique en 2015 puis la Guadeloupe en 2019 sont devenus membres associés. Et moi, j'avais déjà travaillé un peu sur une partie de ce projet quand j'étais à la région Martinique en 2015. Donc en 2017, quand j'ai eu connaissance d'un poste qui s'ouvrait au service communication de l'OECS, j'ai pu postuler. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Sainte-Lucie. Et c'était mon premier CDI. Et en fait, je ne suis jamais partie. Et donc, j'ai continué, bien sûr, en parallèle à développer Caribe Expat, qui a encore changé de dimension en 2018 précisément, et qui est aujourd'hui une plateforme qui est en train de consolider son business model, si on peut dire ça comme ça. Et quand tu dis ça a encore changé, enfin, tu as encore passé un level, on va dire, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Alors, en fait, c'est-à-dire qu'en 2013, c'était un blog. J'étais la seule à poster du contenu dessus. Il n'y avait absolument rien comme notion de monétisation. Et au jour d'aujourd'hui, donc, Caribe Expat, c'est la première communauté d'Antillais guyanais dans le monde qui sont connectés vraiment.
C'est une plateforme gratuite qui simplifie la réalisation de projets de départ à l'étranger via notamment comme une boîte à outils en fait. Donc, tu as un outil pour développer ton réseau parce qu'une fois que tu t'inscris en ligne, donc tu rejoins une communauté qui s'élève à aujourd'hui plus de 5300 membres dans 80 pays. Tu peux préparer ton projet pour partir à l'étranger, puis aussi un volet retour, bien évidemment. Tu as des guides notamment disponibles en PDF qui sont gratuits sur différentes destinations. Et tu as aussi des lives tous les samedis à 9h, donc en direct sur YouTube où tu peux poser tes questions, on y répond sur tous les sujets qui sont liés à l'expatriation ou aussi à ceux qui veulent retourner au pays. Et tu peux être accompagné, et c'est là qu'il y a la partie monétisation, être accompagné par des experts de la mobilité internationale, des professionnels du voyage et de l'expatriation dans plusieurs pays et qu'on développe au fur et à mesure. Donc, par exemple, si tu vas à l'étranger, que tu veux construire un projet immobilier en Martinique en préparation de ton retour, tu peux le faire et tu peux le suivre aussi à distance. On a un partenaire spécialisé sur ça. Si tu as trouvé un emploi et que tu es à l'étranger et que tu es prêt à rentrer en Guyane, par exemple, ou en Guadeloupe, on a également un partenaire qui est chargé de te trouver un logement à distance. Si il y a des doutes, toi tu veux rentrer, mais ton conjoint, ta conjointe est originaire d'un autre territoire et que vous ne savez pas trop comment faire, vous organisez, vous motivez, on a un coach pour ça également qui s'en occupe. Et voilà, si tu pars à l'étranger et que on a également des solutions bancaires pour que tu puisses payer zéro frais quand tu fais toutes tes transactions bancaires à l'étranger, et tout un tas de services qui vont se développer dans les prochains mois et les prochaines années pour vraiment compléter l'offre de services qu'on peut proposer aux membres qui sont inscrits sur la plateforme. Donc, donc ça n'a plus grand-chose à voir avec un blog, on va dire. Ouais, c'est cool, c'est hyper complet. En fait, c'est un peu plus qu'une boîte à outils, effectivement, comme tu le disais. Là, c'est vraiment une boîte à outils, un catalogue de services hyper complet. Et c'est marrant parce que quand tu décrivais enfin, ce que c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as créé, tu sais, toi, ce que tu aurais aimé avoir il y a quelques années pour Exact. voyager, en fait. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est que les guides s'installer, vivre en Martinique, s'installer, vivre en Guadeloupe. Donc, pour ceux qui rentrent, partir à l'étranger ou même ceux qui partent dans l'Hexagone, donc s'installer, vivre dans l'Hexagone, où tu trouves toutes les associations, tous les bars, les restaurants dans les différentes villes, où tu peux retrouver ta communauté, où tu n'as pas le sentiment d'être perdu. Et si tu pars à l'étranger aussi, tu sais où retrouver ta communauté, tu sais où aller, quelles institutions solliciter. En plus de ça, tu peux t'inscrire en ligne et vraiment envoyer des messages directement à des personnes qui sont originaires des Antilles ou de la Guyane, qui sont déjà sur place. Par exemple, dans les destinations mises en avant dans les lives, on a été à la rencontre de personnes qui sont en Côte d'Ivoire, à la Dominique, en Jamaïque, à Londres, enfin vraiment dans plein de pays, en Malaisie, au Canada, partout. Et la personne, ce ne sera pas comme n'importe quelle autre plateforme où elle ne va pas te répondre parce que ça reste assez froid, parce que c'est très international et qu'il y a tout et n'importe qui dessus. En fait, ce sont parfois des personnes qui sont originaires de la même commune que toi. Donc, lorsqu'on avait eu aussi l'occasion, avant le Covid, d'organiser des événements physiques, des apéros networking Caribe Expat, donc en Guadeloupe, Paris et Martinique surtout, voilà, tu te retrouvais dans une salle avec toute cette communauté à la fois des Antilles-Guyane et avec ce volet international, et tu te sens moins seul en fait. Et c'est vrai que malheureusement, ça n'existait pas. Quand j'ai créé le site, j'ai cherché, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses institutionnelles et aussi pas mal de choses enfin, il n'y avait rien en fait qui était vraiment dédié aux Antillais qui partaient vivre à l'étranger en fait. Et donc j'ai créé ça, et aujourd'hui, c'est toujours, je crois qu'on est toujours les seuls sur les Antilles en tout cas.
Et après, j'ai découvert d'autres initiatives. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est bien c'est bien que ça puisse aider les plus jeunes, parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai aidé un Martiniquais à trouver un stage à l'étranger, vraiment qui me contacte via la plateforme en m'envoyant un message et que moi, je demande à mes contacts personnels et que si ne serait-ce que quelques personnes inscrites sur la plateforme faisaient ça, que ce soit pour un entrepreneur qui veut se développer sur un marché à l'international ou pour une personne qui cherche un stage ou en emploi, je pense qu'on irait vraiment, mais vraiment loin. Donc voilà, et pas uniquement pour Caribe Expat, parce que c'est une initiative privée, mais vraiment en termes d'impact sur la façon dont on pense et comment on voit les choses, comment on voit le monde et puis les opportunités qu'on peut avoir, en fait. On arrêterait de se limiter, je pense, psychologiquement à nos petits territoires. Il y a une réflexion qu'on avait cette semaine avec Franck sur d'autres sujets. On discutait. Et en fait, on se disait finalement, dans les territoires des DOM, on a une grosse force, c'est que très facilement, tu arrives à faire activer ton réseau pour entrer en contact avec des gens que tu as besoin, avec lesquels tu as besoin de parler, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on arrive facilement à faire parce que bah, c'est petit, tu n'as toujours par rebond quelqu'un qui connaît un tel, etc. Et dans ce que tu dis, c'est un peu l'idée que je retrouve de se dire bah, pourquoi cette facilité-là, on se limiterait à nos frontières. Pourquoi pas enlever complètement les frontières qu'il peut y avoir et justement bah, appliquer ce modèle-là d'entraide finalement, parce que c'est de l'entraide et de la solidarité. Et moi, je crois aussi profondément que ça fait partie un peu de nos valeurs, notre culture qu'on a. Pourquoi pas le pousser outre les frontières qui peuvent exister. Oui, Et exactement. moi, Doris, il y a une question qui me brûle les lèvres là, depuis tout à l'heure. C'est effectivement, tu as monté un blog qui aujourd'hui est devenu une offre de service, un catalogue hyper complet. Mais il y a quand même un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui sont face à cette problématique. C'est que quand tu fais un produit, peu importe ce que c'est, ce qu'il fait, etc., tu peux avoir la meilleure idée du monde. Mais l'un des enjeux que tu as, c'est le faire connaître, en fait. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment toi, tu as fait pour faire en sorte que ben, ce blog et aujourd'hui cette plateforme soit connue par tout le monde et qui devienne ben, justement ben, la première plateforme aujourd'hui qui rassemble ben, la population caribéenne, quoi. Alors, en matière de se faire connaître, on y travaille toujours hein, parce que c'est pas si évident que ça. Mais c'est vrai que je pense que ce qui a aidé, c'est le fait de faire, comme je disais au début du blog, il s'agissait pour les personnes qui vivaient à l'étranger de partager leur expérience. En fait, ça reste des portraits, des interviews, et quand les gens sont mis en avant, ils repartagent. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis après, ça a aidé à se faire repérer. Notamment, j'ai pu participer à la JOMD à Paris en 2015. On a pu aussi présenter brièvement le projet à l'exécutif de l'époque. Donc, c'était sous le président Hollande. Donc, c'était Manuel Valls et Georges Paul-Angevin, qui étaient Premier ministre et ministre de l'Outre-mer, respectivement. Ça aussi, ça aide. Ensuite, en juillet, donc j'ai pu refaire le site en juillet 2017. J'ai eu, je crois, des articles qui étaient parus dans le France Antilles. Et puis, j'ai aussi reçu le prix du Lumina d'Or. Il y avait 450 candidats. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes hyper méritantes. Il y avait des personnes qui avaient lancé des applications mobiles, etc. Et en fait, ça m'a valu, je crois, 2000 euros de prix. Et j'ai pu refaire le site, notamment avec l'aide de David Bing, Nadège Saha et Ivan Clio. Et puis on s'y est mis, et on a refait le site ensemble. Et puis après, on a quand même eu, grâce au Lumina, on a décroché un partenariat avec RCI pendant 2 ans. Alors RCI, tous les midis, donc c'était une quotidienne, en fait,
ils reprenaient les contacts qu'on leur donnait et d'autres contacts aussi d'antillais à l'étranger. Et ils faisaient des interviews comme moi je faisais, sauf que ça passait sur RCI. Donc, du coup, ça s'appelait Les Antillais dans le monde à l'époque. Et pour l'anecdote, en fait, quand ils ont eu cette idée, ils ont posté un visuel et une des personnes qui suit le site depuis longtemps nous a tagué et elle m'a dit, mais ils t'ont contacté pour faire ce truc, cette émission, parce qu'en plus, le visuel est bleu et orange. Et comme les couleurs de Caribe Expat, en fait. Et je ne savais pas que ça existait et j'ai dit, ben non, ils ne m'ont pas contacté. Et en fait, ils ont inciter un peu la radio à nous contacter en disant mais pourquoi vous faites ça? Il y a déjà Caribe Expat qui le fait et c'est un peu comme ça a beaucoup aidé. Donc voilà, c'était une expérience aussi. Alors en termes de statistiques, malheureusement, je pense que c'est difficile, a priori pour une audience, en tout cas la radio, en tout cas l'audience d'RCI, de faire le lien et de se dire, ah ben tiens, je vais aller sur caribexpat.com voir ce que c'est, ou de nous suivre sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu de retombées pour ça, donc on ne peut pas dire que c'est ça qui nous a permis vraiment de nous faire connaître. Mais c'est vrai que cette année, en fait, c'est vraiment la stratégie du contenu, hein. Si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs pour se faire connaître, c'est ça. En septembre, par exemple, on avait, ne serait-ce que sur Facebook, 8400 fans, on va dire. Aujourd'hui, on en a 8800. Alors évidemment, entre-temps, l'algorithme a changé, c'est plus compliqué. Mais sur LinkedIn, de façon plus significative, donc en septembre 2021, on avait 800 followers. Aujourd'hui, on en a 1600. Donc, ça a pratiquement doublé. Sur YouTube, avec les lives, donc juste le fait de poster du contenu, quel que soit le type de contenu que vous postez, mais de façon régulière. Donc, pareil, en septembre, on était à peu près à 500 inscrits sur YouTube, ce qui n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on vient de dépasser les 1000 inscrits, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça fait quand même multiplier par deux. Et puis surtout, en termes de membres, aujourd'hui, on a plus de 5300 membres, ce qui est vraiment pas mal. Et en termes de visiteurs, on a 15 000 visiteurs par mois sur caribexpat.com. Donc, c'est vraiment avoir cette rigueur de créer du contenu si vous êtes dans un secteur qui vous permet de faire ça. Je pense que ça aide énormément parce qu'en fait, mine de rien, vous restez un peu dans la tête des gens comme une référence et surtout sur LinkedIn, en partageant ce contenu sur LinkedIn. En fait, dès que les personnes ont, je sais pas, un besoin d'interview ou autre, en fait, elles vous contactent. Parfois, c'est des personnes qui vous connaissent même pas. Enfin, moi, j'avais été contactée, par exemple, pour participer aux premières assises économiques des Outre-mer sur le thème du retour au pays et de l'impact que ça a. C'était quand même passé au niveau national et c'était pas, j'avais jamais échangé avec les personnes qui m'avaient contactée. Elles sont simplement tombées sur le site. Donc, bien référencer votre site, c'est important aussi. Et aussi, il y a eu pas mal de passages médias justement grâce à ça. Alors, c'est pas évident, mais bon, faut être rigoureux. Dans ce que tu dis là, Doris, il y a vraiment énormément d'informations et de pépites qui serviront à nos auditeurs. Alors, effectivement, hein, tu disais toi-même que quand on poste de manière régulière, on reste dans la tête des gens. La preuve, c'est que nous, on a tout de suite pensé à toi pour cette interview. Moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans le projet. C'est déjà le fait que ce soit un side project, donc un projet en parallèle avec ton activité salariée. Et je trouve que dans nos îles, ça, c'est une grosse réalité. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui sont déjà salariés et qui veulent aller un peu étape par étape pour pas tout de suite lâcher son emploi, mais surtout lâcher son salaire et se lancer dans un projet comme ça. Et en t'écoutant, on retombe un peu sur ces grands principes du Lean Startup.
de commencer petit, avec ses moyens, et voir comment les choses évoluent. Donc, si on fait un flashback et qu'on revient en 2013, donc tu investis 50 euros pour les serveurs, pour le nom de domaine, etc. Et tu dis que tu montes un blog. Du coup, moi, ça soulève une question. Est-ce que tu avais déjà lancé peut-être d'autres blogs dans d'autres thématiques avant Caraïbes Expat? Est-ce que c'est le premier? Et du coup, techniquement, enfin, je veux dire, en 2013, on n'avait pas toutes les facilités qu'on peut avoir aujourd'hui. J'imagine que tu es passé par peut-être WordPress, que tu as dû rajouter des plugins. Donc, comment tu as fait pour t'en sortir, en fait, dans cet univers technique que tu ne connaissais peut-être pas? Alors, c'est mon premier blog. J'avais jamais créé de blog avant, hein. Comme j'ai dit, ma formation, c'était pas du tout sur tout ce qui est online. C'était vraiment la communication classique à l'époque. Euh, en fait, j'ai regardé un peu sur YouTube. Alors, c'était moins fourni à l'époque, c'est vrai, mais il y avait quand même quelques petites choses pour voir comment on installe WordPress, justement. C'est ça que j'avais utilisé. J'ai eu aussi l'occasion d'acheter des bouquins qui étaient plutôt bien faits. Alors, 2 ou 3, notamment sur comment gagner de l'argent avec un blog. J'ai aussi eu la chance de rencontrer un développeur qui, à l'époque, il avait une expérience en Colombie, qui a refait, donc c'était la deuxième version du site. Alors c'était mieux puisque moi, ce que j'avais fait, c'était vraiment basique avec le peu de connaissances que j'avais. Et eux, ils ont développé un module notamment pour que quand les gens s'inscrivent, ils soient automatiquement placés ils soient géolocalisés sur la carte, notamment Mhm. carte qui a disparu parce qu'on s'est aperçu qu'avec plus de 5000 membres, ben, en fait, ça devenait pas très lisible. Une carte Dans toute la, rouge. voilà, dans la troisième version, c'était un petit peu compliqué. Puis bon, voilà. En fait, quand je suis revenue, quand j'ai quitté Paris et que je suis rentrée en Martinique en 2014, ben, je me suis dit tout simplement, étant donné que je vais économiser 800 euros à peu près de loyer que je payais donc quand je travaillais à Paris, bah, pourquoi ne pas prendre une partie de ces économies puisque je suis rentrée, j'étais chez mes parents. Donc je me suis dit, bon, je suis chez mes parents, j'ai pas trop le choix parce que voilà, pour louer un appart, ben, il faut certaines conditions. Donc, quitte à économiser, ben, autant utiliser ces sous pour refaire le site. Et donc, j'ai pris sur mes économies, j'ai refait le site. Après, avec le prix du Lumina d'or et puis mes 3 autres collaborateurs, donc David, Ivan et Nadège, on a refait encore un autre site qui était 10 fois mieux que celui qui a été refait juste avant. Et pareil, hein, on s'est débrouillé en fait avec les ressources gratuites qui sont en ligne parce que effectivement, comme tu dis, Clément, tu peux créer un produit, tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais c'est pas forcément ça qui fait que ça va décoller ou que les gens vont l'adopter. Moi, je crois vraiment que c'est la façon de te faire connaître et la distribution, parce que le produit n'est jamais parfait, en fait. Il y a des personnes qui vont passer du temps, surtout quand il s'agit de développeurs, parce on a toujours l'impression que voilà, il manque toujours des petites choses, des options, des trucs, mais en fait, non. Il faut juste mettre quelque chose sur le marché avec toutes ces imperfections et laisser les premiers utilisateurs te dire, ben voilà, ça marche pas, ça, voilà, bon, avec un peu de chance aussi, espérer qu'il n'y ait pas un concurrent qui, du coup, dégote toutes tes erreurs pour faire un truc mieux. Mais de toute façon, un produit n'est jamais parfait parce qu'en fait, finalement, c'est le marché, ce sont les utilisateurs qui contribuent à le construire et à le développer. Donc, si tu prends trop de temps pour le sortir, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, en fait. Donc, au final, ouais, c'est vraiment ben, autodidacte, voilà, pas mal d'échanges aussi, pas mal de conseils. Toujours essayer de trouver les derniers plugins, les derniers outils maintenant d'intelligence artificielle pour gagner du temps quand tu rédiges du contenu, quand tu
quand tu fais du repurposing aussi, donc recycler du contenu en changeant de format. Voilà, essayer de repérer des modèles qui t'inspirent le plus possible. Alors moi, mes modèles n'étaient pas du tout des modèles créés par des Antillais-Guyanais. Mais pour essayer d'arriver, même de dépasser ces modèles, en fait. Ça prend du temps, surtout quand on commence vraiment de rien et qu'on a surtout ces économies, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire, par exemple, de levée de fonds, ou enfin, j'ai encore pas mal de chemin à faire en matière d'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que ouais, c'est beaucoup de voilà, apprendre en autodidacte, apprendre sur le terrain, faire des erreurs, parce que ça permet d'apprendre aussi, hein. Moi, je pense qu'on est en formation constante. Donc Oui. voilà, c'est comme ça que c'est fait. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais jamais eu l'occasion de créer un blog, ou j'avais eu l'occasion de mettre à jour des sites, comme je disais, au Brésil, ou voilà, quand j'étais à Paris chez Amadeus, mais pas de créer quelque chose de moi-même, en fait. Dans ce que tu dis là, il y a deux messages essentiels, hein. Première phrase, un produit n'est jamais parfait. Ça, c'est vrai. Et il y a cette citation du fondateur de LinkedIn qui dit que si quand tu lances ton produit, tu n'as pas un peu honte, c'est que tu as trop attendu pour le lancer. Et nous, on est très partisans de ça chez les entrepreneurs d'outre-mer, c'est de tester en fait, passer à l'action. On le disait un peu plus tôt dans le podcast que tu passes 10 ans sur les bancs de l'école à apprendre l'anglais et tu n'es pas en mesure de demander ta chambre après. Je pense que voilà, c'est vraiment la confrontation avec le terrain et l'expérience qui fait que les choses évoluent. Et puis, je retiens aussi beaucoup de transparence et d'authenticité dans les messages que tu fournis, notamment, voilà, on part tous d'une situation qui est réelle dans le sens où elle répond aux besoins de la réalité. Donc, toi, tu parles que voilà, tu enchaînes un peu des contrats sans visibilité, sans stabilité. Et du coup, bah, tu pars de cette situation handicapante, entre guillemets, ou en tout cas qui est pas, qui t'apporte pas d'aide. Tu pars de ça et tu te dis, bon, bah, à partir de ça, voilà, je peux faire ça de telle et telle manière pour continuer à avancer. Et finalement, je trouve dans ce que tu dis, il y a aussi cette notion où tu vas beaucoup t'appuyer sur les atouts qui sont autour de toi. Et en l'occurrence, bah, tu nous parles beaucoup finalement de rencontres et de personnes qui, ponctuellement ou un peu plus à long terme, vont venir se greffer sur le projet pour t'aider à refaire la mise en forme du site, pour ajouter un nouveau plugin. Et ça aussi, je pense que c'est aussi une réalité entrepreneuriale. Le projet se construit et s'améliore en fonction des personnes qui travaillent dessus. Et c'est quelque chose qu'on peut sous-estimer en fait. Dans son réseau personnel proche, on a toujours quelqu'un qui peut nous aider. J'avais noté que, par exemple, en 2013, les premières personnes que tu as voulu interviewer pour Caribe Expat, tu as dit, tu as regardé autour de toi les personnes que tu connais qui sont dans tel et tel pays. Donc, ce principe-là, de déjà commencer à chercher les avantages, les atouts, les possibilités, les compétences et l'implication autour de soi, je pense que c'est un excellent conseil pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore démarré, mais qui se posent déjà la question de savoir comment je vais pouvoir régler tel et tel problème à venir. Oui, et puis il y a aussi quelque chose la semaine de 4 heures. De Tim Ferriss. Ouais, moi quand je lis un livre, je ne prends pas tout, hein. Il y a des choses, voilà, je prends, tu t'adaptes, tu fais un peu ta recette. Évidemment, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais en fait, il y a deux choses qu'il avait dites. Première chose que j'ai retenue, c'est qu'en fait, il faut que tu sois dans ton marché, dans le marché que tu vises. C'est-à-dire que moi, mon problème, justement, c'est que je voulais partir à l'étranger. Bon, aujourd'hui, je propose un outil, une boîte à outils pour partir à l'étranger et aussi pour revenir. Moi, je vis à l'étranger. Je vis à Sainte-Lucie. Alors, même si mon entreprise est immatriculée en Martinique, donc en fait, je travaille avec tout un tas de personnes dans plusieurs territoires, mais je suis dans Mhm. ma cible de la personne, voilà, qui était dans l'Hexagone, qui est rentrée chez elle.
Donc voilà, donc ça veut dire que je l'ai vécu en fait. Parce que les gens, alors on ne vit pas les choses de la même façon, bien sûr, mais tu sais un peu, disons que c'est comme si tu étais client de ton propre produit-service, en fait, parce que forcément, tu as expérimenté les problématiques. Et voilà, et pareil, quand je voulais partir à l'étranger, j'ai expérimenté ces problématiques-là aussi comment tu t'intègres alors que voilà, t'as jamais été dans ce pays, tu connais personne, parfois tu parles la langue, mais en fait, moi, quand je suis arrivée à Sainte-Lucie, je comprenais pas trop ce qu'on me disait parce qu'en fait, c'est pas le même accent. Donc voilà. Et enfin, c'est tout ça, quoi. Donc, c'est que tu crées un produit-service, mais il faut que tu sois vraiment à la place du client. Mais le premier client, c'est toi, en fait. Est-ce que tu achèterais ton propre produit-service? Pourquoi? Est-ce que ça répond à ta propre problématique? Est-ce que tu as vécu ces problématiques? Je pense que c'est plus simple. Et puis, il y a une autre phrase aussi qu'il avait souligné dans ce bouquin, qui est par rapport à tous ceux qui veulent vivre d'une activité en ligne, qui est en fait, tu factures en dollars, tu vis en yens, je crois, ou en yuan, tu payes en roupies. C'est-à-dire que tes clients, si tu peux les facturer, enfin, de façon plus élevée parce que voilà, tes clients sont aux États-Unis ou en Suisse ou je sais pas, à Los Angeles par exemple, et qu'ils ont un niveau de revenu élevé, un niveau de vie élevé, et que tu vis dans un pays où le niveau de vie est beaucoup plus accessible, ben, tu gagnes en termes de taux de change et de différence de niveau de vie. Et en plus que tes fournisseurs sont dans un pays dans lequel les prix sont encore moins chers, ben, tu gagnes aussi. Donc ça, je pense que ça peut servir quand on fait une activité en ligne, même si c'est vrai que je m'efforce dans la mesure du possible à travailler avec des personnes de notre communauté, parce que déjà, ben, c'est la vision du projet caribexpat.com, c'est l'entraide en fait. Et aussi parce que bon, j'estime qu'à un moment donné, c'est un peu notre économie. Enfin, il y a une autre dimension, mis à part le fait d'acheter ou de vendre des prestations aussi. Donc, ouais, une dimension un peu plus sociologique, on va dire. C'est très intéressant. Effectivement, quand tu parles un peu d'être son propre client, moi, ça me parle beaucoup aussi. Il y a cette notion d'empathie, en fait, avoir beaucoup d'empathie avec notre prospect pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il ressent. Et pour ça, il n'y a pas d'autre meilleure façon que de l'avoir vécu. Et toi, c'est exactement ça. On voit que ça fait 9 ans maintenant que tu essayes de répondre à ce problème que tu as vécu et qui est vécu aussi par un plein d'autres personnes sur la planète, dans les deux sens. Du coup, 9 ans, c'est long. C'est long pour un projet et c'est pas encore fini. Mais si on fait un état des lieux, là, en 2022, on démarre en 2013 avec un blog où tu essayes de faire un peu comme tu veux. Tu nous as donné un peu les chiffres. Il y a 5000 inscrits dans 80 pays. Si on rentre un peu plus dans le détail, plus orienté business, on va dire, Caribe Expat aujourd'hui, tu nous as donné aussi le nombre de followers sur les différents réseaux, mais en termes de visites, ça donne quoi par mois, par exemple? 15 000 visiteurs et 25 000 pages vues par mois en moyenne. Donc, au total, sur l'année, 180 000 visiteurs et 350 000 pages vues, donc par an. La plupart des visiteurs, ce sont des femmes, à 65%, donc c'est parfait parce que je suis dans la cible, encore une fois. Et la majeure partie, ça va être les 25-44 ans. Donc pareil, donc j'ai 34 ans, donc je suis dans la cible toujours. Euh, et c'est vrai que en termes de monétisation, euh, en fait, il a fallu créer des produits dérivés qui matchaient, entre guillemets, enfin, qui soient compréhensibles par un entrepreneur. Donc, les entrepreneurs qui accompagnent, qui sont partenaires du site depuis plusieurs années pour certains.
qui matche aussi à la fois l'utilisation de ce que les membres pourraient en faire et qui matche moi mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, sachant que c'est ma première activité entrepreneuriale, même si à côté, je fais aussi du consulting, à côté de mon emploi salarié quand j'ai le temps. Parce qu'en fait, en plus, avec le Covid, c'était de plus en plus fréquent qu'on me demande d'intervenir sur des projets pour qu'une marque ait plus de visibilité en ligne, évidemment, par rapport au Covid. Mhm. Donc, j'ai même pas eu besoin. Alors, c'est marrant parce que j'ai plus besoin de chercher des partenaires pour Caribe Expat que de trouver des clients. Enfin, c'est plus difficile de trouver des clients, on va dire, sur Caribe Expat que de les trouver naturellement dans l'expertise que m'a permis d'acquérir et Caribe Expat et mon travail, mon poste à l'OECS. Donc voilà, mais en termes de monétisation, les formats qu'on a proposés, puisque en bref, si on simplifie vraiment les choses au possible, il s'agit d'une plateforme en ligne avec du trafic qui n'était pas encore monétisé. Et donc, pour lequel, enfin, qu'on peut monétiser et on peut aussi créer des produits dérivés. Donc, en fait, ce qu'on a créé, c'est des guides, donc des guides sur l'expatriation et aussi Mhm. donc, qui sont disponibles au format PDF. Donc, voilà, donc on s'est occupé de tout ce qui est rédaction, mise en page également, etc. Et après, on a proposé en fait à nos partenaires, alors il y a les guides et il y a aussi les lives, donc tous les samedis pendant 1 heure où on parle d'une problématique liée à l'expatriation ou la repatriation, donc le retour au pays. Et puis, il y a la présence en fait des partenaires sur le site. Donc, tout bêtement, comme pas mal de sites ou même de médias en général. Euh, et en fait, on a créé des packages qui varient entre 500 euros l'année, 510 euros l'année pour le minimum et 4 800 euros l'année pour vraiment les entreprises qui ont les moyens et qui proposent plusieurs solutions dans plusieurs territoires qui peuvent répondre à plus de problématiques des membres. Et donc, dans ces forfaits, on a justement placé les différents formats. Donc, en fait, dans le forfait de base, un partenaire qui me contacte aujourd'hui et qui propose une solution qui soit utile aux expats ou aux repats, dans le forfait de base, il peut juste avoir une présence sur le site. Donc, ce sera essentiellement dans notre partie bon plan. Et dans cette partie, c'est tous les bons plans justement que l'on a à proposer à nos membres. Donc, comme je disais, que ce soit pour trouver des logements aux Antilles-Guyane, pour partir à l'étranger, pour réserver des billets d'avion aussi, Mhm. on peut le faire en ligne, etc. Et ensuite, dans les différents forfaits, donc on en a 3 autres, donc au total, ça fait 4. On a également la possibilité à ces entreprises et à ces marques de montrer plus leurs services et de gagner en visibilité par rapport à notre trafic et à notre communauté de membres en étant présent dans les guides. Donc, ça se traduit par des encarts publicitaires et dans les lives. Donc, ça va être des formats, comment dire, infomercial. Donc, on n'a rien réinventé du tout en termes techniques. Mais en fait, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'essayer d'autres formats avant. Et pour l'instant, je trouve que, comme je disais, aucun produit n'est parfait. Il faut vraiment tester tout le temps. Et pour l'instant, je trouve que c'est l'offre qui est la mieux comprise par les entreprises parce que il ne s'agit pas uniquement d'innover en proposant des formats publicitaires, voilà, que l'entreprise n'a jamais eu l'occasion de tester, etc. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que c'est plus simple sur l'appui de statistiques, bien sûr. Il ne s'agit pas de proposer des choses dans le vent et en fait qu'on n'a pas de trafic et qu'on n'a rien de Oui. concret pour argumenter. Mais c'est vrai que aux Antilles-Guyane, on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont, on va dire, traditionnelles ou qui sont en transition, mais qui ont quand même un référentiel assez classique. Et donc,
expliquer à un entrepreneur, quel que soit le secteur, que c'est un encart publicitaire, ça se traduit, voilà, de cette façon, c'est tel format, ça va dans un guide, c'est distribué à X personnes, vous êtes présent toute l'année, vous choisissez aussi un espace en live, etc. C'est simple, en fait. Les gens comprennent, voilà, ils sont sur une plateforme, ils sont présents, la plateforme attend de trafic. J'ai ma pub. Alors moi, je voulais pas par contre avoir de bannières et des choses comme ça parce que je trouvais, moi, encore une fois, comme je disais, il y a des partenaires qui m'ont proposé ça, de me demander pourquoi on fait pas ça et je leur ai dit, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez cliqué sur une bannière? Parce que moi, je ne fais jamais ça. Donc, je refuse de vendre ça parce que ça me semble, voilà, je fais pas ça. Donc voilà, je vends ce que je pense enfin, ce qui fonctionne en fait. En tout cas, on essaye. Et, euh, et c'est comme ça. Après, pour l'instant, c'est ce qu'on propose et ça se développera davantage au fur et à mesure. Alors, merci pour toutes ces informations. Tu nous disais en début d'épisode, en off, que tu avais beaucoup apprécié l'épisode numéro 1 où on interviewait Jérôme. Et lui aussi nous disait ça, c'est qu'on a beau arriver avec toutes nos théories, marketing, etc. Finalement, il faut comprendre en local de quoi le client a besoin et qu'est-ce qu'il est prêt à acheter, à utiliser. Et dans ce que tu racontes, on voit qu'on comprend que tu es très à l'écoute de ce marché, des annonceurs, etc. Et ça soulève aussi la problématique d'avoir à la fois des utilisateurs, donc des personnes qui utilisent gratuitement la plateforme, et d'avoir derrière les clients qui sont les annonceurs. Et donc ça, c'est dans la stratégie d'entrepreneur, on voit bien que tu arrives bien à les distinguer et à faire en sorte que la frontière soit bien hermétique, c'est-à-dire que tu ne veux pas que l'expérience client soit gâchée par des bannières, par exemple, au profit de quelques euros. Et effectivement, euh, la tâche la plus complexe, c'est de se créer une communauté. Et on voit que toi, c'est vraiment au cœur de ta stratégie de trouver des personnes et des gens qui te suivent et qui te recommandent, etc. Et une fois qu'on a cette communauté, après, comme tu disais, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses qui existent déjà qu'on peut simplement, euh, euh, je perds les mots, qu'on peut simplement après utiliser pour son entreprise. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu nous as vraiment ouvert une porte, là, une fenêtre toute ouverte hein, sur ton blog qui est devenu un site, qui est devenu une communauté et comment est-ce que tu essaies de la monétiser. Le but d'un entrepreneur, c'est quand même ça. Je vais passer la balle à Clément. Alors, tu sais que le podcast, on commence toujours avec le portrait créole et on le termine aussi avec des questions rapides. Clément, tu as préparé quelques questions. J'espère que tu as encore de l'énergie pour pouvoir y répondre. Ouais, pas de souci. Super. Merci encore, Doris, pour toutes ces infos. Du coup, ce que je te propose pour terminer notre épisode, c'est te poser 3 questions auxquelles je te demande de répondre très rapidement par quelques mots, donc 1 ou 2 mots. Ma première question, c'est toi, quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé? D'y aller à fond. Ok. Et du coup, toi, justement, par rapport à tout ton parcours, quelle est la plus grosse erreur que tu penses avoir commise jusqu'à maintenant? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, moi, j'estime, comme j'ai dit, qu'on teste les choses en permanence. Donc, j'en finis par, enfin, je finis par me dire que c'est parce qu'on fait des tests qu'on se trompe et qu'on avance en fait. Donc, j'ai du mal à dire la plus grosse erreur. Peut-être que j'ai pas encore fait ma plus grosse erreur, on va dire. Ah bah, moi, en tout cas, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que tu as pu faire certaines erreurs, mais en fait, c'est aussi ça qui t'a fait avancer et les erreurs font partie du chemin et ça me va très bien comme réponse. Et pour terminer, ma dernière question, c'est à ton avis, les 3 qualités nécessaires pour un entrepreneur, ce sont lesquelles? Il faut que ce soit un bon gestionnaire, qu'il Ok. garde en tête les objectifs qu'il veut atteindre.
Alors, atteindre des objectifs, ça veut dire qu'il faut prioriser aussi. Deuxième chose, qu'il soit à l'écoute de ses clients. Et puis, une troisième chose, ouais, il faut essayer d'aller à fond dans le projet et de l'exploiter jusqu'à ce que vous puissiez vraiment vous planter et vous dire, bon, effectivement, là, je pense qu'on a tout fait, donc on va prendre du recul et on verra après. Ok, bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Doris, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite et on espère te recroiser très bientôt dans ce podcast ou ailleurs autour de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, à bientôt. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.